Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de Solutions Linux 2012 en collaboration avec Intelliin. Avec moi, Michael Brard, qui est responsable des plateformes mobiles chez Smile. Bonjour. Bonjour. Alors, on va essayer de répondre à la question de quelle plateforme pour les terminaux mobiles aujourd'hui, quelle plateforme open source bien sûr, pour les terminaux mobiles. Alors, est-ce qu'on peut faire déjà un petit état de l'art, entre guillemets, de l'état de la mobilité, on va dire, aujourd'hui ? Alors, l'univers mobile, il va se caractériser aujourd'hui par quatre choses particulières. D'abord, une croissance très forte du marché, donc augmentation du parc installé en France. On est arrivé à 20 millions d'utilisateurs des smartphones. Et puis, deuxième aspect, c'est les usages qui s'intensifient. On n'est plus dans une population de geeks au début et ensuite d'utilisateurs moins assidus. Au contraire, les gens s'en servent de plus en plus. Et troisième aspect, c'est la spécificité des usages. On n'est pas du tout sur les mêmes typologies d'usages que sur le web. On est plutôt sur une adaptation de ces usages à des situations particulières. Et le quatrième point, celui qui va nous embêter entre guillemets aujourd'hui, c'est un univers très hétérogène, complètement éclaté, avec une guéguerre entre 4 OS principaux aujourd'hui. On va les citer, iOS, Android, Windows Phone et BlackBerry, pour couvrir une majorité du marché. Alors, comment on peut faire pour se tirer de ces difficultés-là ? Il y a une approche particulière ? Alors, les clients et les gens viennent souvent nous demander s'il y a une techno universelle, comment est-ce qu'il faut adresser le marché, avec un site, avec une appli, avec quelle techno. J'aurais tendance à leur renvoyer d'abord la balle en leur demandant de préciser et d'être capable de préciser d'abord quels sont les objectifs de leur projet mobile. On a passé la phase des applis Kleenex, des applis simplement pour être visible sur les stores. Aujourd'hui, on est dans une phase où il faut absolument répondre à des objectifs business, apporter un vrai service adapté, sélectionner le contenu. Et du coup, en fonction de ça, on pourra répondre par une bonne approche. D'accord. Et donc, parmi ces approches-là, lesquelles sont possibles aujourd'hui ? Alors, traditionnellement, si on caricature, il va y avoir d'un côté l'approche application. Donc l'idée, c'est de développer des applications sur les différents OS et de les distribuer sur les stores. L'approche site mobile, où l'intérêt est d'arriver via Google, via un navigateur, et ensuite de tomber sur une URL et sur une version mobile d'un site. Dans ce cas, par contre, on n'aura pas accès à ce qu'on appelle les fonctions natives du téléphone, qui sont notamment la caméra, voilà, le flash, le vibreur, le tout ce qui est téléphone, enfin appeler, passer un appel. Alors, passer un appel, c'est encore quelque chose de particulier. Bon. On ne peut pas le faire non plus, on peut simplement cliquer sur un lien et passer un appel. Ouais. Et la dernière approche sur laquelle on s'arrêtera un petit peu, ce sera la Web App HTML5. C'est un bien grand mot, mais c'est une approche un peu hybride qui devrait faire son bout de chemin. D'accord. Et donc cette approche, elle se traduit comment on fait ? Il faut faire des sites d'une façon particulière. Alors, à la limite, on va reprendre les trois approches. Sur les applis, vous l'aurez compris, dans un paysage où aucun OS ne domine vraiment, il faut absolument faire une stratégie multi-OS. Donc on va viser tous les OS. Là-dessus, on aurait une option qui est de se dire je vais développer spécifiquement pour chaque plateforme une appli, néanmoins plus cher, plus complexe, difficile à maintenir. Donc du coup, on aura tendance à aller vers des approches cross-platform, donc et généralement vers des outils open source cross-platform, donc des frameworks tels que Titanium ou PhoneGap en particulier, qui aujourd'hui est plutôt en tête des usages. Sur la partie site web, finalement l'enjeu est moins sur les différents OS parce qu'on va s'appuyer sur des navigateurs qui sont faits pour afficher du web et donc du coup qui sont censés être compatibles l'un par rapport à l'autre. Donc la particularité sur les sites web, ce sera de gérer les contenus et du coup de s'appuyer sur un back-office existant qui administre déjà les contenus aujourd'hui et de faire un site qui peut s'appuyer sur les mêmes contenus. On va éviter d'avoir une double administration parce que si demain on doit faire une version pour une télé ou une version pour autre chose, c'est un peu dur à gérer. Voilà. Ça va coûter un peu cher. Ça va coûter un peu cher. Néanmoins, attention aussi, une version mobile d'un site n'est pas un simple portage, c'est avant tout une mise en avant du contenu adapté à la situation. On ne va pas avoir besoin des mêmes choses quand on est sur son mobile par rapport à quand on est sur son ordinateur. Un petit point aussi sur une techno ou une approche assez à la mode, pragmatique dans certains cas, c'est le responsive design.
qui permet finalement avec une même page, avec un même site, d'adresser les différents terminaux. Là-dessus, c'est intéressant, mais ça implique une vraie réflexion d'ensemble, une reprise complète de l'approche du site internet. Donc on n'est pas sur un petit projet, on est sur une vraie refonte, quoi. Il y a du pour, on va dire, il y a du pour et du contre. Les avis ne sont pas encore totalement tranchés. Certains n'aiment pas l'aspect, le rendu final des sites responsive, qui s'adaptent, mais bon, et qui ont tendance à dire, on essaye de répondre à tous les besoins avec un outil unique et finalement peut-être qu'on répond mal à tous les besoins. Bon, ça c'est le, tout à fait. Donc, le reproche qui est fait à la... Ça va dépendre vraiment du besoin. Et voilà, encore une fois, on en revient à l'objectif qu'on veut atteindre et au besoin initial qu'on a. Et le responsive peut très bien, pour certains besoins, être totalement adapté. Tout à fait. Et pour travailler avec plusieurs partenaires éditeurs de solutions CMS, c'est intéressant aussi de les entendre parce qu'ils ont tous une approche assez différente et une vision différente, quoi. Il nous restait la web app HTML5 qui allie les avantages du web dans le sens où on y accède via une URL. Pour moi, ça peut être un avantage, hein. Les gens ont l'habitude de rechercher un service sur un moteur de recherche et donc vont tomber sur la web app. Donc elle permet cette flexibilité, cette évolutivité. S'il y a une coquille sur une page, c'est du web, donc on peut le transformer facilement sans avoir de mise à jour à faire sur les stores. Et en fait, l'HTML5, c'est surtout un apport de certaines balises. Je vais en citer qu'une série de balises, c'est toutes celles qui ont un trait au stockage local et qui est donc très adapté au mobile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur une web app HTML5, on peut avoir une expérience qui va être une entrée via une URL et en sortie, on va récupérer un lien sur son bureau avec un fonctionnement en mode déconnecté. Donc ce qui répond bien aux enjeux du mobile avec les problématiques de réseau qu'on peut rencontrer. Pouvoir marcher à la fois connecté et déconnecté. Parce qu'on peut, voilà. Et la synchro se fait lorsqu'on récupère le réseau où les contenus seront mis à jour. Et effectivement, alors c'est vrai que c'est une approche intéressante, par contre qui va un peu en contradiction avec la généralisation des stores, quelque part, aujourd'hui, sur les mobiles en tout cas. Alors, elle va en contradiction avec le phénomène d'appli et de store. Maintenant, on a des grands acteurs qui sont sortis du modèle store pour des raisons budgétaires, pour ne pas payer la part du CA général à Apple et à Google. Ça ne répondra pas à tout. On ne va pas faire tout de suite un Angry Birds en HTML5, mais il existe déjà pourtant sur le web, mais pas sur le mobile. Néanmoins, je pense que c'est une piste à suivre. Et pour revenir sur le PhoneGap et l'open source, PhoneGap a ce côté séduisant, c'est que finalement c'est un outil cross-platform qui s'appuie sur de l'HTML5, CSS3, JavaScript, donc des langages web, qui s'appuie donc sur le navigateur du téléphone et ensuite qui ajoute tous les accès finalement qui manquent au web. Donc les API natives et puis le fonctionnement en local ainsi que la distribution sur les stores. Donc c'est un petit peu à mi-chemin entre les deux et c'est peut-être une approche prudente dans un environnement où ça bouge encore beaucoup. Et où on ne sait pas vraiment. Qui continue de reposer sur des standards ouverts, des outils largement utilisés aussi par ailleurs, avec des grosses communautés de développeurs. Donc ça peut être aussi un facteur positif pour le développement des web apps. Alors c'est un facteur positif. Néanmoins, du web mobile versus du web, on va dire, il y a quand même des très grandes différences. Et un développeur web ne pourra pas être instantanément un bon développeur sur mobile. On se retrouve un petit peu quand même comme il y a 10-15 ans avec différents navigateurs à adresser. Là aujourd'hui c'est la même chose, d'un navigateur à l'autre, on n'a pas les mêmes rendus, pas les mêmes résultats. Ok, très bien. Merci beaucoup Mickaël pour toutes ces informations. Bonne continuation sur ce salon et puis à très bientôt j'espère. Merci bien, merci. À bientôt. Au revoir.